Je préviens tout de suite, les amis, je vais un petit peu défendre le RN, moi, ce soir, parce que je me dis, sinon, je suis obligé, Greg. Sinon, ça va être terrible. Faut que quelqu'un le fasse, non, mais faut que quelqu'un le fasse. Voilà. Et puis moi, dis la vérité. Dis la vérité. Tu anticipes déjà la victoire du RN. Tu te dis que le petit mesquin pitoyable Tanguy va nous faire tous sauter. Exactement. Et t'as envie de te raccrocher et de survivre à la Je veux survivre. Jean-Philippe, épargne-moi, je t'en supplie. Non, mais vraiment, je suis prêt à tout. Non, mais pas du tout. Mais c'est juste que voilà, sinon c'est à sens unique. On va juste chier sur le RN tous les 4 pendant 3 heures. Voilà. Ça n'a aucun sens. Et ce sera clippé par tous les gauchistes de Twitch pendant une semaine. Exactement. Il y a quand même un truc qui est important pour cadrer la conversation, c'est que les vrais ennemis dans l'histoire, c'est quand même les macronistes. C'est les macronistes qui t'ont sorti cette loi, et c'est une loi qui s'inscrit dans une série de mesures liberticides. Donc ce qu'on peut reprocher au RN, c'est pas d'avoir un agenda liberticide, c'est plus de se compromettre et d'avoir trahi leur base. Mais je pense que c'est important de faire la différence entre les traîtres et les ennemis. Les vrais ennemis de la liberté, c'est les macronistes. Et là, le problème du RN, c'est vraiment ça. C'est que, comme vous le dites, on a l'impression qu'ils nous respectent pas et qu'ils mesurent pas effectivement qu'un second tour, ça peut être très serré. D'autant plus que là, on n'est pas encore dans la campagne. Là, ils te balancent, Bardella ou Marine Le Pen au second tour, aucun problème. Mais quand tu vas avoir tout l'appareil médiatique, tout l'appareil culturel qui va se lancer, ça va se resserrer grave. Et là, ils vont peut-être regretter d'avoir fait cette séquence. Je pense que le RN, ça va clairement être hostile du côté des médias pour le RN, ça a toujours été le cas, et qui plus est, il faut se mettre à la place des médias, hein. Si le RN passe, ça va être très 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 compliqué pour eux. Les subventions, ça va probablement passer par la fenêtre, parce qu'il va falloir réduire les frais de façon considérable vu la catastrophe financière qui s'annonce. Donc on peut comprendre que les médias soient dans une logique de survie et tapent sur le RN dans les 6 derniers mois de la campagne. Je pense qu'ils vont se comporter de façon relativement décente au démarrage, et puis dans les 6 derniers mois, ça va être vraiment une question de vie ou de mort pour eux. Donc que le RN soit pas capable d'anticiper ça, c'est vraiment des ploucs. Il y a un autre truc qui est important, je pense, c'est que vous savez, ces gens-là, donc les cadres du RN avec lesquels on peut se friter sur X, ils ont une audience nationale. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent très bien diffuser au grand public que en fait nous on est des excités, on est dangereux, on est que à la limite s'il nous arrive des restrictions, il y a aucun problème. Donc ils ont ce pouvoir parce que nous on a assez peu accès aux grands médias, et donc c'est aussi une phase où ils se disent peut-être de toute façon si on a envie au bout d'un moment de les remettre à leur place et de faire une vraie campagne contre eux, ils pourront le faire. Donc je pense qu'ils sont assez confortables en fait. Bien sûr. Totalement. Mais je pense qu'ils font une erreur qui est une erreur de sous-estimation de ce qu'est leur électorat. Je l'ai dit sur Twitter. Je pense que ils sous-estiment énormément la quantité de fâchés pas fachos de leur électorat qui, une semaine avant le premier tour, ne sait pas s'il s'abstient, s'il vote blanc, s'il vote Marine, et qui, si Mélenchon réussit le miracle à pas les insulter pendant 48 heures, sont même capables de faire un drift de dernière minute. Ils sous-estiment complètement la proportion de gens, c'est 10%, on les a tous vus dans les sondages, de gens qui de cœur voteraient Z ou voteraient même un Rotaillot, un Lisnard ou autre, et qui votent RN par vote utile, et que s'ils se font chier dessus, au bout d'un moment, ça va les saouler. Et ils sous-estiment complètement ça. En fait, ils n'ont pas compris que leurs idées ne sont pas populaires. Il y a des articles qui disent les influenceurs RN sont en train de lâcher le RN. Il n'y a pas d'influenceurs RN en France. Ça n'existe pas. Si, moi. Je suis officiellement... Non, il n'y a pas d'influenceurs RN. Laisse-moi terminer ce que je veux dire. Il y en a plein sur TikTok, il y en a plein sur Facebook. Qui ont les idées... Je te parle pas de Marie Chantal avec ses 300 abos. D'accord. Je te parle d'influenceurs. Si tu définis influenceur RN par des influenceurs qui, in fine, à la fin, appellent à voter RN, ça existe. Mais qui si tu définis influenceur RN comme influenceurs qui ont les idées du Rassemblement National, c'est-à-dire de Marine Le Pen aujourd'hui, ça n'existe pas en France. Il y a soit des gens beaucoup plus à droite économiquement comme Victor, ou beaucoup plus identitaires, soit des souverainistes qui se rabattent par vote utile, soit des gens qui votent Marine Le Pen, parce que comme le disait mon pote Kuzma quand il distribuait sur les tracts, un électeur sur 2 dit c'est parce qu'elle, elle nous méprise pas, elle est comme nous. Qu'est-ce qui te motive à voter RN ? Tu vois, si tu te dis aujourd'hui, voilà, je me sais pas, et justement. dès le premier tour, je vote RN. Je sais pas.
Je pense que comme tout le monde, on vote pour ses intérêts. Et moi, je me disais, très égoïstement, de toute façon, les Français veulent rien faire. Les Français veulent continuer à utiliser de l'argent magique, à rester en sociali, etc. Bon, très bien. Mais au moins, avec le RN, peut-être que moi, j'aurais une petite place au chaud. Et là, en fait, je me rends... je vous dis la vérité, les gars. Ouais, je vous dis la vérité. Ta boîte en janvier. Fermer ta boîte en janvier. Et justement, tu vas perdre 90% d'audience et tu vas perdre ta boîte en janvier. Et justement, là, je me dis... Elle est mignonne, mais leur patriotisme en mode sacrifiez vos boîtes, virez vos employés pour nous... Peut-être aller se faire foutre aussi quand même, parce qu'il y a des gens déjà que, tu vois, tous les jours je résiste, je pense que c'est la dernière année à payer mes impôts en France, tu veux. Là, c'est flemme en fait, grosse flemme, ouais. Moi je me disais au moins j'aurais une place au soleil au milieu de ce trou à merde, mais même pas là, parce qu'en fait je me rends compte qu'ils en ont rien à branler de nous et qu'ils sont même prêts à nous évacuer. En fait je pense que Pierre Storel il a raison, au moins partiellement, c'est que avec l'ascension fulgurante, presque parabolique du RN ces dernières années, il y a plein de gens qui ont rejoint le navire, qui sont des jeunes loups en costard de 22 piges, qui se disent il y a des postes à prendre, des postes de députés européens, de conseiller régional, enfin tous des trucs qui payent très très bien où tu bosses pas beaucoup, tu vois. Et les mecs sont arrivés en masse au milieu de militants qui étaient des militants à l'ancienne et qui avaient beaucoup de cœur mais pas beaucoup de compétences, d'accord. Ils se sont fait complètement bouffer et tous ces gens-là ils sont arrivés, maintenant ils se partagent les places et quand ils voient des gens comme nous, en fait on est des fauteurs de troubles, tu vois. On est des gens. Sotaral le disait très intelligemment sur Twitter, il disait les 3/4 des cadres du RN aujourd'hui ont moins de 10 ans de carte au parti. Logiquement, ils vont interdire les VPN dans la foulée, hein, parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est dramatique. Ils vont imposer la vérification d'identité pour l'usage d'un VPN. Ils peuvent pas interdire les VPN. D'un point de vue cybersécurité, ça serait cataclysmique. Ça n'arrivera pas. Ils bossent là-dessus à l'échelle européenne. Hein. À l'échelle européenne, ils bossent ils ont un gros projet là de casser le cryptage. Donc ils sont là-dessus. Et donc évidemment qu'on va commencer à avoir de plus en plus de discours qui disent bon bah voilà, maintenant qu'on a voté le principe de la vérification d'âge, il faut s'en donner les moyens. Et donc non là, on est parti dans un engrenage ça va être plus vicelard en fait. Les VPN, on va très certainement aller à une vérification d'identité pour utiliser le VPN, c'est-à-dire que tu donneras ton identité au VPN et ça sera très simple de l'obtenir s'il y a soit une requête de la part de la justice, soit, et c'est beaucoup plus inquiétant, une requête de la part de l'administration. Et puis très concrètement, on va aller vers la certification de majorité pour les réseaux sociaux a priori à la rentrée. On va avoir une panoplie de solutions toutes plus débiles les unes que les autres, toutes plus faciles à contourner les unes que les autres. Et miracle, l'État va arriver avec une solution qui, permettra aux plateformes de ne pas avoir la moindre responsabilité légale dessus. L'identité numérique. Parce que ce sera la solution de l'État. Et qui, dans un premier temps, va faire probablement très proprement, je parle du digital wallet, va très proprement certifier ta majorité sans la moindre transmission de données personnelles de type nom, prénom, état civil. Et dans un second temps, vraisemblablement d'ici 6 à 9 mois, qui va t'imposer par la même opération de décliner ton identité de façon à ce que si l'administration veut savoir qui se cache derrière un pseudonyme, elle l'obtienne immédiatement. C'était déjà dans un amendement de Paul Midi. Donc c'est déjà dans les cartons. Ça ressortira sans aucun doute avant la campagne, parce que à partir du moment où les gus sous pseudonyme donnent leur identité, non seulement ils vont s'autoréguler par eux-mêmes et éviter de dire ce qu'ils pensent si jamais ils s'imaginent que ça peut les foutre dans la merde, mais de toute façon, on les aura habitués à donner une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois leur majorité à travers une solution qui techniquement sera relativement simple à utiliser. Donc la 6e fois, on leur demandera le truc et que au passage, ça sera plus du tout une certification de majorité, mais ça sera une déclinaison d'état civil. Bah ça passera crème. Victor ou moi, je veux dire, des haters qui nous insultent, qui nous menacent de mort, c'est quasiment notre quotidien, ok, qui nous diffament, qui nous harcèlent en meute, organisés, etc. Bah peut-être que ça va les calmer tous ces connards aussi. Mais on s'en fout, on les bloque, tu vois. Nous, on peut se créer un écosystème qui est pas toxique. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre dimension à je fais l'avocat du diable, les gars, vous avez bien compris. Il y a une autre dimension qui est importante, c'est que en même temps qu'ils augmentent les moyens de nous fliquer, ils réduisent le champ des opinions qui sont acceptables. Parce que t'as les délires au Sénat sur le masculinisme, et c'est toujours des concepts qui sont très larges et très flous. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on pourra criminaliser des opinions qui, jusqu'à présent, c'était pas si grave. Le projet de loi sur les ingérences intérieures qu'ils sont en train de faire passer, qui est un délire absolu,
Alors les ingérences intérieures, une petite parenthèse là-dessus, ça a priori, vu la façon dont est bricolée la définition d'une ingérence intérieure, ça va pas vraiment concerner les gens comme vous. Parce que dans la définition, il y a la coordination. Or, c'est pas coordonné, la fachosphère. C'est une multitude de gens qui sont totalement indépendants les uns les autres, alors qui certes s'influencent les uns les autres, mais il n'y a pas de coordination. Alors que du côté de LFI, il y a coordination. Donc, à mon sens, cette loi sur les ingérences intérieures, elle vise plutôt LFI que la fachosphère. Ouais. Il n'y a pas de coordination dans la fachosphère. Mais j'ai même pas envie qu'ils ciblent LFI. Moi j'ai envie que les zinzins de gauche soient capables de dire absolument ce qu'ils veulent et qu'on puisse se rendre compte de... Tant mieux, quand ils parlent, on marque des points. Bien sûr. Exactement. Indépendamment de ça, quand il parle, ça s'appelle une démocratie. Et quand le gouvernement vient me voir, elle me dit mais regarde, t'arrêteras de te faire insulter sur Twitter. Mais je ne veux, ça c'est ma responsabilité, je la prends. Oui. Vous n'avez pas à censurer les gens parce que j'ai des haters. Je m'en bats les couilles. Vous ne touchez pas. Moi, je veux que. Est-ce que vous avez vu la déclaration terrifiante de Aurore Berger il y a 3 jours? Donc elle est là, elle commence à dire le régalien. De toute façon, mais c'est à l'État de surveiller ce genre de choses, etc. Et puis t'as Brunet qui lui dit mais non, c'est pas le rôle de l'État, c'est pas du régalien. Et puis elle dit mais bien sûr que ça fait partie du régalien. Et l'autre il lui dit mais non, le régalien c'est la justice, c'est la police, c'est le service public, c'est ce que tu veux, mais c'est pas ça. Et là Brunet, je sais pas si vous avez vu cet extrait, il est dingue. Il lui dit non mais ce qui se passe à l'intérieur des maisons des Français, ça regarde pas l'État. Et elle répond comme je te le dis, mais heureusement que ce qui se passe à l'intérieur des maisons des Français, ça regarde quand même un petit peu l'État. Personne n'est embarqué pour ses idées politiques ou ses posts Facebook n'est envoyé en prison. Pas encore, ça risque d'arriver un jour. Mais tu traverses la Manche, c'est le cas. Demain matin, c'est l'administration, c'est-à-dire quelque chose qui est soumis à l'exécutif, qui va décider de te faire chier. Alors que avant-hier, c'était la justice. Et donc, potentiellement, c'était un pouvoir indépendant de l'exécutif. Ça, c'est terminé. Et pour finir, on t'installe chat contrôle qui finira par être imposé, qui va faire en sorte qu'on lise ton courrier et tes échanges personnels. Ça, on n'a pas vécu ça en France depuis Vichy. Donc non, je pense que j'ai pas du tout exagéré les choses en annonçant depuis 20 ans qu'on allait tout droit vers Big Brother et la fin des libertés sur Internet. Hein. On y est au contraire. Il y a un truc qui est terrible aussi, c'est que à mesure qu'ils mettent l'argument de la sécurité pour nous fliquer toujours plus, le pays devient de plus en plus violent. C'est ça qui est fou, c'est que plus ils nous fliquent, plus le pays devient violent d'un autre côté. Donc on a vraiment l'impression que le seul intérêt de ça, c'est de faire qu'on peut plus échanger sur le réel pour dire à quel point ça déconne. Donc ils dépensent de l'argent pour masquer les vrais problèmes. Après la violence, elle est pas sur Internet. Hein. La violence dont tu parles, elle est pas du tout sur Internet. Et c'est pas en fliquant Internet que tu vas la résoudre. C'est ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Tous autant que vous êtes là, est-ce que vous allez changer votre ligne éditoriale en vous disant je vais essayer de faire gaffe pour passer entre les gouttes et m'adapter progressivement, ou vous y allez à fond pour voir à quel moment vous butez sur un truc? Moi, je me suis déjà adapté, suite aux censures répétées. Ça fait 20 minutes que KB il s'adapte, il défend le chat contrôle, moi, je suis comme ça. Le RN. Je me suis fait tatouer Jean-Philippe sur le cul, Gabriel Attal sur le pec. Je suis très très bien, les gars. Moi, j'adore cette nouvelle France numérique. Et enfin, on pourra échanger sans tension, sans violence, sans harcèlement. Et en protégeant les adolescents. Et on va sauver les enfants aussi. Parce que c'est très important de sauver les enfants. Voilà. Et d'ailleurs, demain, manifestation devant la mairie, parce qu'il faut sauver les enfants. Non, mais plus sérieusement, les gars. Non, mais plus sérieusement, il n'y avait pas quand même besoin, même si cette loi, et on sait que c'est un pied dans la porte et que c'est pas du tout le but, mais protéger les enfants des réseaux sociaux, surtout. Pour moi, le truc le plus dangereux, c'est les stories, quoi. Le scroll, le doom scrolling, je sais plus comment on appelle ça. Il faut un filtre parental dessus, et à partir de là, c'est toi en tant que parent qui décide s'il y a un couvre-feu, s'il accède au porno, s'il accède à tel truc, et combien d'heures par semaine il peut faire de TikTok. Et ça se règle. Gabriel Attal, Emmanuel Macron et Jean-Philippe Tanguy n'ont pas à me dire comment j'élève mes gosses. Et si vos enfants sont en train de doom scroller, c'est que vous êtes des mauvais parents. Donc vraiment, et puis
plus tu vas mettre plus l'État va intervenir dans la parentalité, plus on va devenir des parents tout fioteux. Et ils veulent qu'on devienne des parents tout fioteux parce que ce sont des tas de... Ton enfant, tu peux l'éduquer comme tu veux, et il y a des trucs, on serait pas d'accord, mais il y a des choses qui sont illégales. Non, mais en fait, je suis pas en train de défendre. Je suis pas en train de défendre. De la coke, c'est illégal. Non, mais en fait, parce que dans le chat, les gens comprennent pas et croient que je défends. Déjà, je fais l'avocat du diable depuis le début de l'émission. Je l'ai répété au moins 10 fois. C'est juste qu'on va pas tous aller dans le même sens. Faut que je pose des questions pour. Tu gères un plan de carrière. Voilà, exactement. Voilà. Non, mais moi, je suis bien sûr. Moi, j'ai pas envie que l'État s'occupe de la façon dont j'élève mes gosses. Je pense les élever correctement. Ça me terrifie de savoir que l'État va venir mettre son nez dans mes affaires. J'en ai pas envie du tout. Mais on est tous d'accord pour en fait moi c'est ça que je comprends pas, c'est que en vérité on s'oppose, on est tous sur le principe de la responsabilité individuelle, on gère sa famille, etc. Mais on laisse faire systématiquement toutes les solutions collectives et donc du coup injustes qui sont présentées par le gouvernement, les solutions c'est collectivisé, oui, mais c'est ça le problème. D'accord. Attends, quand t'es libéral, tu dénonces tout ça. Mais le point, c'est que l'État, il est pas là pour l'État est pas là pour nous dire comment éduquer nos enfants. Il essaie de le faire trop. Le seul rôle de l'État, ça devrait être de protéger nos gosses bien élevés des gosses qui sont mal élevés. Ça devrait être ça le rôle de l'État. Mais l'État ne le fait pas parce qu'il dépense énormément d'argent pour faire des cours de sexualité à la con, pour faire du théâtre pour aux migrants, du cinéma de merde et tout un tas de choses dont on n'a pas besoin. L'État, en essayant de faire absolument tout, a abandonné le régalien. Donc il faut lâcher la grappe aux gens, on éduque nos enfants comme on veut. Sélection naturelle s'il y a des parents qui ont envie d'élever leurs enfants comme des cons. La seule chose, c'est que l'État doit protéger nos gosses des sales mômes. Et l'État ne le fait pas. Victor, on a fait pas mal d'émissions ensemble. D'ailleurs, on a fait une petite pause là avec les vacances et tout. Je sais que on est absolument d'accord sur toute la ligne. C'est pas ça ce que je dis. Mais les Français, là, quand je dis on, je te parle pas de nous quatre ici. Nous, les Français, oui, les Français, ils laissent faire. Il faut les réhabituer à la liberté. Il faut qu'ils reprennent confiance en eux. Les Français, ils veulent que papa État, maman Marianne viennent leur dire, on gère. T'inquiète, c'est pas grave, tu vas sacrifier. Un vrai Français État pourrait les matraquer d'émissions à la télé que eux regardent parce que c'est des vieux, en leur expliquant qu'effectivement laisser leurs gamins sur TikTok pendant 5 heures de suite, c'est pas bon, que le gosse il fait une crise, de larmes. Et t'aurais 3 tonnes d'experts internet dans mon genre qui viendraient à la télé expliquer que oui, c'est vraiment pas bon et que au contraire, il faut faire gaffe et que c'est une période de l'adolescence, c'est vraiment pas la période dans laquelle tu dois passer 5 heures sur TikTok. Parce que si tu dis juste ça, les gens disent il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose. Non, tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose en tant qu'État. Tu imposes des filtres parentaux et après tu mets les parents face à leurs responsabilités. Peut-être que les gens aujourd'hui, c'est leur préoccupation, par exemple l'électorat RN, c'est de remplir son frigo. C'est pas les libertés individuelles et la liberté d'expression de Fabrice, de Victor, Greg et Gaël. Ils ont effectivement comme préoccupation principale la violence et le pouvoir d'achat. Et c'est précisément ce qu'un pouvoir socialiste détruit. Le pouvoir socialiste a détruit ton pouvoir d'achat en détruisant tout par l'impôt, et maintenant le pouvoir socialiste t'empêche de dire que c'est de la merde en t'empêchant de dire ah tiens c'était marrant la couleur des gens qui m'ont agressé là, il y a peut-être une tendance. Donc c'est tout à fait cohérent et je pense que nos préoccupations rejoignent celles des gens qui s'en prennent plein la gueule parce que c'est notre rôle aussi, et enfin c'est aussi le boulot que tu fais. Le boulot que tu fais, c'est quand même aussi de balancer des faits divers qui ne passent pas dans les médias habituels. Donc c'est quand même important de faire ça. Les gens qui regardent ça après une journée de boulot, ils se disent enfin il y a un média qui parle un petit peu de mes vrais problèmes. Donc non, je pense qu'on est assez connecté à la merde de France. Mais les gauchistes diront que justement, et les macronistes aussi, qu'on agite les peurs et qu'on choisit nos faits divers pour que ce soit toujours les victimes, que les victimes soient toujours blanches et que les auteurs soient très souvent maghrébins ou africains, et que du coup on crée comme ça une espèce de sentiment d'insécurité raciste, tu vois.
Les deux ont raison. On est dans une société qui est tellement polarisée que effectivement, d'un côté, tu as un système médiatique qui planque systématiquement les infos qui vont pas dans le sens de leur narratif, et de l'autre côté, tu as des gens comme toi qui mettent en valeur systématiquement ce qui fait planter le narratif des médias dominants. Donc c'est pas de dire qu'il faudrait trouver un juste milieu, parce que de toute évidence, ça a cette solution. Mais le problème, c'est qu'on nous empêche de faire ça. Le problème, c'est qu'on nous empêche de faire le service après-vente des médias. On a un rôle unique dans la démocratie. Le but, c'est pas de répéter la chronique de Patrick Cohen, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Enfin, regarde, ce qui les énerve, c'est ce que les gens montrent, que ce que les gens de gauche montrent et ce que les gens de droite montrent. Je vais prendre un exemple qui vous a plus parlé. Si aujourd'hui, là, vous avez le truc de Crépol, s'il n'y avait pas des gens sur Internet, vous auriez eu le petit édito de Patrick Cohen, il serait rentré à la maison et tout le monde aurait dit, bon, bah, c'est une bagarre de jeunes, probablement initiée par des rugbyman. Et puis, voilà, et vous ne sauriez pas que Brigitte a une bite. Voilà. Non, Brigitte n'a pas de bite. Brigitte n'a pas de bite, mec. Je sais. Je dis ça pour t'embêter. Jean-Michel a été opéré, il n'a pas de bite, d'accord? Non, non, mais tu ne saurais peut-être pas qu'il n'avait pas 17 ans et elle 32 quand ils se sont rencontrés. Mais attends, non, on va pas partir sur Chibrit, mais c'est pas parce qu'ils se sont rencontrés, quand il avait 14 ans qu'ils ont baisé tout de suite, Greg. Ce qui compte, c'est quand ils ont baisé. Ils se sont rencontrés à 14 ans. Ça se trouve, c'est comme Aïcha. Non, on va ça se trouve, il lui a écrit des problèmes. Ça se trouve, il lui a écrit des poèmes pendant 2 ans et il l'a charo à 16 et c'est bon, quoi. Non, on est presque dans les contrôle, mec. On va parler de tout maintenant. Pas du tout. Mais en plus, j'ai vu une interview où Brigitte Macron a dit c'est lui qui l'a charo. Il a fait sauter chacun de mes doutes progressivement. C'est lui qui l'a charo. C'est lui qui était derrière son cul. Oui, foutez-lui la paix, la pauvre Brigitte, elle a rien demandé. Le fameux emprise d'un gamin de 14 ans sur une femme de 40, c'est très très connu. Franchement, tu peux dire ce que tu veux d'Emmanuel Macron, mais à mon avis, Emmanuel Macron, quand il veut un cul, il l'obtient. Parce que le mec, il est quand même bon. Par exemple. C'est pas le dernier des nulos, hein, excuse-moi. Déjà, il est BG et en plus, voilà, il sait manier les mots, le mec. C'est pas le dernier. Il paraît qu'il est très très séducteur et que voilà, les gens qui le rencontrent, ils sont ils sont un petit peu. Je sais, N'Golo Kanté me l'a dit. Ah, comment ça? Mais la réalité, les gars, sur cette histoire-là, c'est que ce qui s'est passé entre Brigitte et Emmanuel, à cette époque-là, c'était d'une banalité affligeante. Et personne n'y trouvait quoi que ce soit à redire. Il y a eu une évolution des système, mec. Il y a une évolution des mœurs en une génération qui fait qu'aujourd'hui, ça choque tout le monde, mais à l'époque, ça choquait personne. Oui et non, c'est d'accord, c'est une évolution des mœurs, mais est-ce que oui ou non, c'est interdit par le code pénal? Une balance qui est allée beaucoup trop loin dans l'autre sens et qui, du coup, fait porter un regard qui est désapprobateur sur ce qui s'est passé, alors que la réalité... Moi, ma mère est prof. Je peux vous le dire, vraiment, dans cette génération-là. Putain, les vannes que j'ai envie de sortir, putain. C'est extrêmement banal. Et c'était le résultat d'un mouvement post-68 heures avec des femmes qui prenaient leur revanche sur le fait qu'avant 68, c'était extrêmement banal dans l'autre sens. Tu vois, il y a plein de nouveaux influenceurs. Ils sont dilatés au taquet et tout se passe très bien. Ça prend de la coke, ça fait des super soirées à Paris. Franchement, tu devrais venir avec nous. Tu vas voir, il y a des trucs à faire, Fabrice. On n'est pas invité aux soirées, c'est ça le problème, c'est ça le drame de notre vie, tu vois. On va pas aux soirées. C'est bien parce que là, depuis 10 minutes, on a vraiment l'archétype de la conversation directement visée par les lois dont on est en train de parler. Oui. Précisément, on est dans le sujet, quoi. C'est vraiment ça qu'ils veulent. Hein.